Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, Monsieur le député maire de Cré, Hervé Mariton, Monsieur le député conseiller régional, Patrick Labaune, Monsieur le sénateur maire de Tain, Gilbert Boucher, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Valence-Rhône-Alpes Sud, Romans Sud de Rhône-Alpes et maire de Valence, Nicolas Daragon, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le conseiller régional Norbert Keffer, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers amis. La commune de Monthélier est fière d'accueillir aujourd'hui Gérard Larcher. Son engagement au service du pays l'a conduit à assumer une nouvelle fois des lourdes responsabilités de président du Sénat. Cette réélection constitue assurément la reconnaissance de sa capacité à en conduire les travaux lors de la mandature précédente. Monthélier, commune de 4000 habitants, se targue d'être reconnue 4 fleurs par le jury national du florissement, de ne plus compter d'emprunt à son budget et de maîtriser les taux d'imposition communaux à un niveau nettement inférieur à ceux des communes équivalentes de la plaine valentinoise. Gérard Larcher, qui a de longues années durant assumé également les fonctions de maire, saura les efforts que cela supporte. Je remercie mon prédécesseur et ami, Maurice Morin, qui m'a remis les clés d'une mairie bien gérée. Le bon fonctionnement de nos territoires passe par le dévouement des élus locaux et notamment des élus municipaux au service de nos concitoyens. Plus que jamais, à l'heure actuelle, ils passent par leur capacité à gérer et à anticiper. Nous savons en effet que la situation générale des finances publiques est particulièrement préoccupante. Notre dette va bientôt dépasser les 100% du PIB. Ainsi, l'État, confronté à ces difficultés, demande aux collectivités locales de participer au redressement des finances publiques. La poursuite de la baisse de la dotation de fonctionnement en 2015 en est l'un des exemples les plus significatifs, mais hélas pas le seul. Cette diminution se traduira par une baisse de notre épargne brute, donc sauf à trouver de nouvelles recettes, par la chute des investissements sur nos communes. Cette question est cruciale pour nos territoires. Ce sont là les problématiques qui seront au centre des débats ce soir. D'autres questions, tout aussi pertinentes, en rapport étroit avec les réalités de notre administration et de nos dynamiques territoriales et leurs perspectives, seront posées au cours du débat de ce soir. L'actualité est en effet chargée. Loi, nouvelle organisation territoriale de la République, élections départementales, rôle des intercommunalités et mutualisation, accessibilité des établissements recevant du public, défis de la transition énergétique. Je souhaite à vous tous des échanges fructueux. Et je vais passer la parole à notre sénateur Gilbert Boucher. Bien, merci Bernard de nous accueillir ici à Monthélier. Merci aux députés Hervé Mariton, Patrick Labaune. Merci au maire, bien évidemment, Nicolas Daragon. Merci aux conseillers généraux donc ici présents dans cette salle. Et puis Gérard, un grand merci. Un grand merci parce que, bon, on a entendu beaucoup d'hommes politiques en disant il faut être sur le terrain, il faut être présent, nos administrés ont besoin bien évidemment d'un dialogue vrai. Et j'ai trouvé là, depuis quelques mois, hein, puisque je suis jeune en tant que sénateur bien évidemment, donc j'ai appris à connaître donc, le président du Sénat, Gérard Larcher. Croyez bien que c'est un homme consensuel. C'est un homme qui aime la bonne chair, il faut le dire, le bon vin aussi, mais qui aime la proximité. Preuve en est, demain, il y a le salon des vins donc de Tain-l'Hermitage. Eh bien, oh, bah, attendez, ne voyez pas quelque chose, mais il vient surtout pour être à l'écoute de tous et de toutes. Et lorsque je vois qu'il y a des présidents
ici, dans le département de la Drôme, qui préfèrent être, bien évidemment, aux côtés du président de la République, eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le deuxième personnage de l'État qui est descendu donc dans la province. Alors certes, une bonne province où il y a de bonnes choses, mais je crois que c'était important et très important de le souligner et de le dire. Je peux vous dire, vous pouvez applaudir, c'est vrai, c'est vrai. Je peux vous dire que c'est un homme de qualité, c'est un homme de proximité, c'est un homme d'écoute. Malheureusement, à cause de moi, on a eu 15-20 minutes de retard parce qu'on a eu un dialogue avec... oui, 20 minutes, Hervé, tu me fais un peu le signer un peu plus tard, un peu plus, mais on a eu un dialogue très constructif avec le monde à la fois associatif et à la fois professionnel, donc à l'instant à l'Institut du chocolat à Tain-l'Hermitage. Donc voilà, je ne serai pas plus long parce que vous êtes venus ici surtout pour écouter notre président du Sénat, Gérard Larcher, mais en tout cas, vraiment, Gérard, merci de ta venue encore une fois. Et puis aussi, et ça fait plaisir, une salle comble ici à Montpellier. Formidable. Bravo à tous. C'était bien parti, c'est mal parti avec votre serviteur, mais qui est heureux de vous voir tous ensemble et surtout autour du président Larcher. Et puis, président, si vous permettez, vous avez bien fait venir pour 3 raisons. La première, c'est qu'ici, à Montpellier, une date historique a connu un événement historique, c'est le 7 septembre 1974. Peut-être que maire s'en rappelle, peut-être que l'ancien maire Maurice Morin s'en rappelle, mais le 7 septembre 1974, Patrick Labraune s'est marié ici, à Montpellier. Alors, vous comprenez bien que c'est pour moi un grand événement. Alors, j'ai vu que même le maire et l'ancien maire s'en rappelaient plus. C'est vrai que c'était M. Ferrier à l'époque qui nous avait mariés, si ma mémoire est bonne. Nous sommes de l'ancien temps. Puis la deuxième raison, président, que vous soyez venu ici, c'est que vous avez voulu voir, et vous avez raison, un monument historique. Parce que la Drôme a une tradition, et là je remonte à la fin du 19e jusqu'à nos jours, une tradition radicale socialiste ou socialiste. Et nous n'avons jamais connu un sénateur du centre ou de la droite. Jamais. C'était ou radical socialiste ou socialiste. Et donc, vous venez voir, enfin, mesdames et messieurs, vous le voyez aussi en chair et en os, le premier sénateur de droite et du centre dans la Drôme, Gilbert Bouchet. Voilà. Alors, je comprends maintenant, président, pourquoi vous êtes venu. Parce que, effectivement, la Drôme, c'est un petit département de province. Mais vous êtes venu aussi, c'est la troisième raison, et je le sais, président, c'est que nous partageons les mêmes valeurs, on en parlait en aparté tout à l'heure, et que vous aimez bien sentir la France profonde. La France de... Eh bien, président, je vais être franc avec vous, si la France va mal, la Drôme va mal. La France va mal, la Drôme va mal, parce que malheureusement, la France est à l'image de notre pays. C'est-à-dire un pays qui est économiquement exsangue, un pays qui connaît un chômage explosif, qui connaît un commerce extérieur déficitaire, un pays qui connaît une dette monumentale, mais tout va bien, si j'entends M. Hollande. Et puis, un pays qui va mal socialement. Un pays qui va mal socialement, vous savez, moi j'ai 2 critères. J'ai un ami expert comptable et j'ai une caissière Intermarché. J'ai 2 niveaux. Alors vous écoutez l'expert comptable, il vous dit que les sociétés sont toutes en train de faillite. Le BTP est en train de mourir. Les automobiles aussi. On nous dit que, au niveau de ma petite caissière Intermarché, elle me dit « Monsieur le député, vous ne savez pas ce que c'est que la misère. Elle la voit quotidiennement. » Mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut surtout pas le dire. Donc on voit tant par le sommet que par la base, la France va mal socialement. Et puis, la France va mal aussi, je dirais, au niveau de la sécurité. Nous avons vécu des événements tragiques au mois de janvier, début janvier. Et là, maintenant, le temps est passé. On voit qu'il n'y a que plus qu'Hollande qui nous parle de la sécurité tous les jours. Il tient carrier que ça. Parce que maintenant, il risque d'être battu par ses propres ennemis. Donc, il nous sort le 49.3 et sécurité, sécurité, sécurité. D'ailleurs, mon collègue Hervé Mariton était présent comme moi. Hier, au débat de l'Assemblée nationale, il nous a parlé plus de la sécurité que de la loi Macron. C'est ça, un comble. Vous voyez ? Bien. En tout cas, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si la France va mal, la Drôme va mal. Et elle va d'autant plus mal que politiquement, elle va mal. Nous allons avoir des élections départementales au mois de mars, le 22 et 29 mars. Et moi, ce qui me frappe, mesdames et messieurs, c'est que le premier parti de France, ce n'est pas celui que vous croyez, ça va être les abstentionnistes. Nous allons avoir plus de 60% de Français et de Françaises qui ne vont pas se déplacer. Pourquoi ils ne vont pas se déplacer?
écœurés par la vie politique, écœurés par la situation économique, écœurés par la situation, tout ce que vous voulez comme argument. Mais pourtant, c'est leur quotidien, avec les conseils départementaux, les conseils généraux, qui va les attacher. La PA, le RSA, toutes ces politiques qui sont sociales, importantes pour nos compatriotes et nous tous. Et on voit bien que les Français et les Françaises n'y sont pas intéressés. Et ils vont aller dans les extrêmes, dans, je dirais, un nihilisme politique. C'est pour ça, mesdames et messieurs, que si j'ai un message à vous faire passer ce soir, avec l'accord du président, c'est qu'il faut aller voter. C'est un bien, mais monumental. Allez demander aux autres pays du monde s'ils ont encore ce droit que nous avons de voter. Alors, mesdames et messieurs, s'il y a un message à faire passer ce soir, c'est d'aller voter, en vous remerciant de m'avoir écouté. Vive la France. Merci Gérard, Monsieur le Président du Sénat, d'être avec nous ce soir. Merci Bernard de nous recevoir ici à Montpellier, dans ce bel endroit si accueillant qu'avec l'équipe de Maurice Morin en son temps, vous avez voulu. Nous sommes réunis pour tracer l'avenir politique de notre pays. Nous sommes réunis, comme Patrick l'a souligné, pour tracer aussi un autre avenir, un meilleur avenir à notre département. En deux mots commençant, nous voulons l'alternance dans la Drôme au mois de mars prochain. Nous souhaitons que la majorité au Conseil général, on dira désormais Conseil départemental, bascule, et nous souhaitons le meilleur à chacune et chacun de nos candidats dans ce canton ici et dans l'ensemble des cantons de notre beau département de la Drôme. Et je souhaite que chacune et chacun d'entre vous soit, comme Patrick Labaune l'a très bien dit à l'instant, soit actif, totalement engagé pour faire en sorte que l'alternance s'exprime dans notre département. Et dans un scrutin où la participation peut ne pas être considérable, ce n'est jamais à souhaiter, mais ça peut être une réalité, eh bien, beaucoup dépend alors de l'implication de chacune et chacun d'entre vous. Gérard, merci d'être avec nous dans la Drôme ce soir. Je veux dire la belle idée que notre vaillant sénateur a eue de t'inviter. Je veux dire la fierté et le plaisir que nous avons tous à ce que le Sénat ait basculé au dernier renouvellement et que tu en sois aujourd'hui le président. Je veux dire aussi, Gérard, la marque qui a été la tienne au fil de tes différentes responsabilités politiques, d'une grande écoute, d'une grande attention et d'une grande efficacité opérationnelle. Si je peux juste rappeler un souvenir auquel Fabien Limonta sera sensible, c'est il y a quelques années, tu étais à l'époque au gouvernement, nous étions, et Patrick Labaune évoquait les situations difficiles du département sur un certain nombre de sujets, et toi-même me rappelais à l'instant le niveau du chômage dans notre département, nous étions venus te voir avec un certain nombre de responsables consulaires, de responsables économiques, autour de difficultés d'entreprise qui s'étaient produites à ce moment-là, plus particulièrement dans le sud-est du département et dans les Baronnies. Et c'est dans une efficacité et une rapidité extraordinaires, puis ensuite une réalité opérationnelle concrète, que nous avons pu, grâce à toi, mettre en place le plan de revitalisation des Baronnies. Tu as fait tant de choses dans cette période et dans d'autres que je ne sais si tu t'en souviens, mais en tout cas, ceux qui étaient rassemblés autour de toi, le préfet qui nous avait accompagnés, avaient été absolument impressionnés par ta rapidité de décision, ta capacité opérationnelle et ensuite la manière dont les choses se sont traduites. La politique, ce sont des grands mots, ce sont de grandes idées, ça peut être parfois de grands discours, mais c'est aussi des réalités concrètes de ce type et je veux, au nom des Dromois, t'en remercier encore aujourd'hui. Alors les amis, pourquoi nous faisons de la politique, les uns les autres ici ce soir? Nous faisons de la politique avec Emmanuel, avec Nicolas d'Aragon, monsieur le maire de Valence, avec aussi Patricia Brunel-Maillet, qui représente l'UDI, le nouveau centre,
Nous faisons de la politique parce que nous voulons que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est assez simple en réalité. Mais la motivation de l'engagement politique, c'est cela. C'est d'être optimiste sur l'avenir, en tout cas de vouloir l'être, de vouloir construire cet optimisme et de se mobiliser, de s'engager pour ne pas laisser les choses se faire en dehors de nous et pour faire en sorte que nos enfants, que notre pays ait un meilleur avenir. Alors il y a la réalité de la gauche aujourd'hui, dans notre pays, dans notre région, dans notre département. Cette réalité, Patrick l'a évoquée s'agissant de la politique mise en œuvre par François Hollande et Manuel Valls, elle est particulièrement marquée par 3 défauts majeurs, la démagogie, le jeu de rôle et l'illusion. La démagogie, juste un point, on le voyait encore dans la presse aujourd'hui. Les moulinets multipliés par Ségolène Royal autour d'EcoMove. Vous l'avez lu ou entendu aujourd'hui, ou peut-être vous n'aviez pas envie d'être déprimé et vous n'avez pas entendu. Cela va vous coûter, nous coûter, en tant que contribuables, près d'1 milliard d'euros. Les premières centaines de millions seront payées dans les mois qui viennent. Et en tout cas, la réalité est là, sans rien avoir réglé de la question du financement des infrastructures. Madame Royal, sur ce dossier comme sur d'autres, se révèle être une véritable ruine pour les Français. La démagogie, quand on prétend résoudre les choses et qu'on ne résout rien, on peut citer EcoMove, on peut citer les autoroutes, c'est un sujet dont à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu à traiter. Madame Royal a prétendu toutes les choses du monde. La réalité est bien plus modeste qu'elle n'a dit. Pour rester dans le domaine des transports, je ne sais pas si vous avez noté, ça peut paraître un peu technique, mais c'est révélateur d'une manière de faire de la politique qui est la plus détestable. La SNCF, à la fin de l'année dernière, parle d'une augmentation des tarifs. Probablement, un fonctionnaire sincère fait un communiqué pour dire que tout ça est justifié dans son ministère. Madame Royal, en début d'année, début du mois de janvier, dit non, 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 c'est inacceptable. Pensez-vous que quelque chose se soit passé après le propos de Madame Royal en début d'année? Mais non, mais non. Madame Royal parle et la réalité reste là. On peut la citer elle, on pourrait citer bien d'autres responsables de l'exécutif sur ce terrain de la démagogie. Le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'était évoqué tout à l'heure dans le domaine du nucléaire, par exemple. Le Sénat fait un travail important s'agissant du projet de loi de transition énergétique pour faire en sorte que le nucléaire soit moins massacré que le gouvernement ne voudrait le faire, pour faire en sorte, Monsieur le Président, que l'environnement soit mieux respecté. Et à cet égard, l'amendement qui a été voté pour protéger de l'excès de proximité et de développement des éoliennes me paraît tout à fait justifié. Mais enfin, voilà un gouvernement qui dit une chose et son contraire. Quand ils sont à l'étranger, les responsables de l'exécutif prétendent vendre le nucléaire français. Quand ils sont en France, ils font tout en réalité pour l'abîmer. L'abîmer où? Ailleurs en France? Ça serait déjà en France. Mais méfions-nous, les amis. La loi telle qu'elle a été votée par l'Assemblée, si par malheur, l'heureux amendement voté par le Sénat n'était pas retenu, voudrait dire qu'au moment de l'entrée en service de la centrale de Flamanville, en 2017, il faudrait fermer 2 réacteurs nucléaires. La loi ne dit pas où. Ça devait être Fessenheim, ça sera ou ça ne sera pas Fessenheim, mais ça peut être, ça a été évoqué à plusieurs reprises chez nous, dans le Tricastin, et ce serait pour nous dans la Drôme, pas uniquement pour le Tricastin, pour l'ensemble de la Drôme, car vous le savez, le budget du département dépend beaucoup du nucléaire. Ça serait pour l'emploi, ça serait plus largement pour notre pays une véritable catastrophe. Est-ce que c'est la conviction intime du gouvernement? On n'en sait rien en réalité. Tant souvent ils disent une chose et son contraire. Tant des membres de l'exécutif parfois disent « Oh, mais c'est écrit, mais sans doute on ne le fera pas ». Mais que vaut la loi? Que vaut le discours politique? Que vaut l'engagement si ceux mêmes qui les professent affichent un tel cynisme? Jeu de rôle aussi, comme on l'a vu ces derniers jours, à gauche, et peut-être pas uniquement à gauche, sur la loi Macron. Il y a eu des oppositions peu compréhensibles au sein même du parti politique qui était censé présenter ce texte, et tant de jeux de rôle, tant de contradictions. Je l'ai dit, tu m'as un peu taquiné tout à l'heure, Gérard, là-dessus, mais je pense que la responsabilité du Sénat, on en parlait avec
Bruno Retailleau mardi, président du groupe UMP au Sénat. La responsabilité du Sénat va être considérable, de s'emparer du texte tel qu'il est, de sortir du jeu de rôle dans lequel trop de politiques se sont enfermés sur ce texte, de faire en sorte que ce qui est bon soit pris, que ce qui doit être amélioré le soit aussi, et que ce qui mérite la critique la reçoive, sans s'enfermer dans un jeu de rôle, sans s'enfermer dans une mécanique et des réflexes excessivement partisans. Nous serons confrontés rapidement, si le gouvernement en a le courage, à un sujet un peu du même ordre et sur une matière que tu maîtrises parfaitement, autour de l'évolution du dialogue social. Nous disons depuis si longtemps à droite qu'il faut assouplir le cadre social de notre pays, qu'il faut bouger les seuils sociaux, tellement les seuils sont aujourd'hui un obstacle à l'emploi, tellement il y a d'entreprises en dessous de 10, en dessous de 50, qui se situent immédiatement en dessous des seuils. Et on se dit que si les seuils étaient détendus, augmentés, si leur application se faisait différemment, il y aurait immédiatement dans notre pays des dizaines de milliers de créations d'emplois. Est-ce que le gouvernement sera capable de porter cela, malgré la gauche de la gauche, malgré le jeu de rôle dans lequel il s'enferme? Est-ce que nous, à droite, nous serons assez lucides, assez conscients pour mesurer aussi que cette réforme que nous avons si souvent demandée est nécessaire demain, et que le plus tôt elle vient dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'économie, dans l'intérêt de l'emploi, le plus tôt le mieux ce sera. Démagogie, jeu de rôle et illusion. L'illusion, François Hollande, son programme en 2012, le discours du Bourget. Illusion, les incantations répétées par Manuel Valls hier, après les tragédies du mois de janvier. Bien sûr, l'unité nationale est commandée, mais l'unité nationale, ça ne doit pas être simplement un slogan. L'unité nationale, ça n'est d'ailleurs pas le mois de janvier, le mois de février, ou simplement un événement. L'unité nationale, ça doit être ce que nous avons ensemble. Et nous sommes ensemble les citoyens d'un même pays. Mais l'unité nationale, ça ne dispense pas du débat. L'unité nationale, ça ne justifie pas que Manuel Valls hier mette absolument tout dans le même paquet. Les valeurs de la République et l'augmentation du nombre de postes d'enseignants. J'ai un peu du mal à comprendre en quoi l'augmentation des effectifs enseignants en France, qui ne résoudra rien aux problèmes et aux carences de l'éducation nationale, serait indissociable des valeurs de la République proclamées après le 11 janvier. L'illusion, c'est aussi, et nous le vivons dans ce département, comme dans bien d'autres départements, l'alliance que nous ne dénonçons pas assez d'un certain nombre de forces politiques aujourd'hui. L'alliance en particulier des Verts et du Front de gauche. On ne le dit pas assez. Quand le contexte politique et l'architecture politique de notre pays est éclatée et compliquée aujourd'hui, on oublie par exemple qu'a créé en 2011, aux dernières élections cantonales, un candidat de NPA à l'époque qui pouvait se maintenir, s'était désisté au profit du candidat socialiste. N'épargnons pas les socialistes sur leurs accoquinements avec l'extrême gauche. N'épargnons pas les Verts sur leur accoquinement avec l'extrême gauche et avec le Front de gauche. Alors, nous devons répondre, au niveau national comme au niveau local, à ce mauvais travers de la politique, ces mauvais travers que sont la démagogie, le jeu de rôle et l'illusion. Ça veut dire pour nous de la pédagogie. La pédagogie, c'est assumer le monde tel qu'il est, dire le monde, ne pas faire la course à des descriptions irréelles, anachroniques du monde. On peut évidemment dire tout le mal que l'on veut de la mondialisation, on peut projeter les visions les plus protectionnistes de la planète. Simplement, ça ne correspond pas à la réalité du monde. Et quand, sur ce terrain, par exemple, le Front National porte un programme si proche de celui du Front de gauche, eh bien nous n'avons aucune course à faire et nous n'avons aucune communauté de pensée et aucune communauté de valeurs. Et en même temps, d'ailleurs, les amis, ne nous laissons pas tétaniser par le slogan UMPS. Peut-être ça a pu parfois conditionner certaines prises de position, ça pourrait en conditionner demain. Portons notre projet, portons nos valeurs, portons nos convictions, portons notre optimisme pour les Français. Et il ne suffit pas que le Front National nous serve à longueur de micro le slogan du MPS pour nous empêcher de penser ce que nous voulons penser et ce que nous devons penser
appliquée aux situations concrètes du pays. Parce que sinon, avant même d'avoir gagné les élections, le Front National aurait gagné dans les esprits et nous empêcherait de dire ce que nous pensons. Et cela, je le refuse. À la démagogie, nous devons répondre par la pédagogie. Au jeu de rôle, nous devons répondre par la sincérité. Sincérité dans l'affichage de nos convictions. Sincérité pour assumer aujourd'hui ce que nous avons dit hier et ce que nous voulons faire demain. Évitons de nous contredire. Évitons d'insulter aujourd'hui ce que nous avons dit hier ou ce que nous ferions demain. Ça vaut dans le domaine de l'économie. Ça vaut sur les questions de société. Soyons solides. Soyons fidèles à nos convictions. Exigeons aussi ce que doit être l'expression forte de l'identité de notre pays, sans tabou, sans excès, sans exclusive, avec à la fois beaucoup de fermeté et l'optimisme qui doit écrire l'avenir de notre pays. La pédagogie, la sincérité, car les citoyens ne s'y trompent pas. Ils voient bien le politique qui croit en ce qu'il dit et en ce qu'il fait, et celui qui fait de la politique par mécanisme, par goût de la dispute ou par plaisir du théâtre. Pédagogie, sincérité et concret. Je l'ai dit tout à l'heure en esquissant un peu de ton portrait, Gérard. Les Français attendent de nous du concret. Du concret dans des propositions qui peuvent être ambitieuses, larges. Je me suis exprimé l'autre jour au Conseil national de l'UMP sur des questions que tu maîtrises mieux que moi et mieux que quiconque ici autour de l'évolution du droit du travail, du code du travail. Je me suis permis de dire que quand une législation pose tant de problèmes et qu'elle bug, eh bien, à un moment, il faut éteindre, il faut arrêter de vouloir réparer et il faut construire véritablement du neuf. J'ai fait une proposition ce matin sur une radio qui était de dire au fond que l'on pourrait probablement, à côté du code du travail existant, en avoir un différent, conçu tel que nous le voulons aujourd'hui. Et puis comme on ne va pas changer les contrats de travail de chaque salarié français, eh bien au fond, pour les nouvelles embauches, cela pourrait se faire à la liberté et au choix du salarié et de l'entreprise. Et à un moment, nécessairement, je crois, dans notre pays, la mauvaise monnaie serait chassée par la bonne et ce serait une fondation nouvelle, un code du travail véritablement nouvellement fondé qui pourrait l'emporter. Je crois, Gérard, que des propositions de ce type sont en particulier indispensables si on veut sortir notre pays et si on veut sortir notre région du chômage des jeunes au niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Si on veut faire en sorte que cette terrible préférence française pour le chômage telle qu'elle est désignée, où au fond les gens qui ont un emploi essayent de se protéger au mépris souvent, parfois, de ceux qui n'en ont pas, eh bien si l'on veut sortir de cette situation. Et puis il faut aussi assumer les petits pas. On peut dénigrer les petits pas, on peut considérer que les petits pas ne font pas une révolution, mais je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas sûr que le destin de la France ou de la Drôme passe nécessairement par une révolution. Je ne suis pas sûr que faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui justifie de mépriser des petits progrès dans la vie de la société, dans les décisions économiques que l'on peut prendre chaque fois que ces petits progrès paraîtraient nécessaires. Et puis la Drôme. La Drôme, mes prédécesseurs à cette tribune ont bien décrit la situation. La Drôme mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. La Drôme a des moyens, la Drôme a un potentiel, mais la réalité, que ce soit la politique énergétique, que ce soit l'évolution du tourisme dans notre département, que ce soit l'évolution de l'agriculture, que ce soit depuis déjà quelques années l'absence totale d'ambition dans le domaine de l'enseignement supérieur, eh bien, la Drôme mérite en effet qu'un autre projet lui soit présenté. Nous sommes ce soir dans une réunion que nous vous avons proposée pour rencontrer, discuter, vous aurez la parole avec le président du Sénat, notre ami Gérard Larcher. Nous sommes sur tous les enjeux politiques que nous voudrons, que vous voudrez aborder. Nous sommes réunis ce soir parce que nous savons qu'il y a des échéances à venir et qu'elles culmineront en 2017 avec l'élection du président de la République et les élections législatives de ce moment. Et que ce rendez-vous d'alternance sera essentiel pour faire en sorte, oui, que demain, notre pays puisse aller mieux qu'aujourd'hui. Mais avant ce grand rendez-vous, nous avons d'autres rendez-vous. Des élections régionales
à la fin de l'année, des élections départementales le mois prochain, eh bien ce rendez-vous, nous voulons le gagner pour que vive la Drôme et pour que vive la France. Bravo. Bravo, Hervé. Très bien. Monsieur le maire de Montélier, je suis très heureux d'être dans votre commune ce soir parce que pour un sénateur, cher Gilbert Bouchet, la commune, c'est la cellule de base de la démocratie locale et c'est d'ailleurs l'article 1er que nous avons voulu dans le texte sur la nouvelle organisation territoriale de la République, parce que la commune est l'héritière des 36 512 paroisses qui ont créé le cœur de notre pays, son histoire et son développement. Et donc pour nous, la commune, en ces temps de désarroi, est le lieu de la première proximité. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, monsieur le maire, aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques, les seuls qui ont la confiance dans l'ensemble des analyses qui sont conduites par les instituts de sondage, ce sont les maires adjoints et les conseillers municipaux. Et monsieur le maire, être dans une commune, pour le président du Sénat, c'est être au cœur de l'article 24 de la Constitution et de la représentation du territoire, ce qui me permet de saluer votre prédécesseur, car j'ai bien compris ici que la continuité était une affaire d'amitié et d'engagement pour la collectivité locale. Je voudrais bien sûr saluer nos deux collègues parlementaires, Hervé Mariton et Patrick Labaume, que nous connaissons depuis longtemps. Je dois vous dire que tous deux ont des convictions. Avec Patrick Labaume, nous avons partagé, j'allais dire, les bancs de l'Union des jeunes pour le progrès, c'est-à-dire de ces gaullistes un peu particuliers, et que moi, il m'en reste quelque chose, à Patrick, je n'en doute pas aussi, et c'est ce qui m'a conduit un jour à être ministre du Travail. Avec Hervé Mariton, je dois vous dire que sont toujours partagés certains de ses choix, même si on s'est retrouvés très très souvent. J'ai été admiratif du parcours qu'il a conduit, je lui dis, du courage qu'il a eu, de l'engagement qui a été le sien. Et que dans un mouvement comme le nôtre, qui sort d'une période extrêmement difficile, on a besoin d'un Hervé Mariton. À la fois pour le travail, il est sans doute le seul, avec François Fillon, à avoir réfléchi sur un certain nombre de projets. Et je dois dire, cher Hervé, te retrouvant à Versailles un jour, j'ai été admiratif, à la fois de ton talent, de ton engagement et de tes convictions. Or, j'aime les hommes et les femmes de conviction. Malgré ma rondeur naturelle, malgré mon côté consensuel, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Je salue, bien sûr, aux côtés de Gilbert, je vous en parlerai de Gilbert dans un instant, le maire de cette superbe ville de Valence. Et puis, il me permettra à ses côtés de saluer Emmanuel Antoine, parce que pour moi, Emmanuel Antoine, elle a succédé à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui a été un de mes confrères, avec qui j'ai beaucoup partagé, qui s'appelait Gabriel Biancheri. Et Gabriel, vétérinaire comme moi, c'était un homme assez exceptionnel, avec une chaleur rayonnante, avec quelque chose en plus. Il a cette alchimie particulière des vétérinaires, paraît-il. Mais je suis content de la retrouver. Puis je voudrais saluer la déléguée départementale de l'UDI, ce soir ici à la tribune, parce que je pense qu'on ne pourra reconquérir, gagner qu'ensemble. Et que la diversité de nos sensibilités est une richesse. Et que je fais partie de ceux, vous pourrez toujours trouver mes écrits, qui pensent qu'il y a des centristes à l'UMP, mais qu'il y a aussi des centristes en dehors de l'UMP qui sont importants. Et que, pour moi, cette réalité-là, elle est au contraire une richesse et jamais un handicap. Alors, je vous souhaite, pour le chemin que vous allez conduire ensemble, ici, UMP, UDI et même d'autres familles, même de ceux qui n'appartiennent pas à notre sensibilité directement, quelque chose d'essentiel, car, souvenez-vous, d'une seule chose, vous qui êtes des militants engagés, que vous soyez à l'UMP ou à l'UDI, et pour les UMP, je vais vous dire merci d'être restés dans la boutique depuis 2 ans et demi, parce que qu'est-ce qu'on en a vécu. Et je voulais vous dire merci d'avoir eu le courage de tenir le choc. Merci d'être là,
Parce qu'au fond, sans les militants, il n'y a plus de mouvement politique. Et que sans les militants, sans vous, quel serait le sens du redressement que nous devons conduire et qui doit nous mener, Hervé, tu l'évoquais, à nous retrouver à partir de 2016 dans la position de remporter 2017. Parce que plus important que mon parti, plus important que moi, il y a la France. Et je continue à croire profondément que la France, c'est pas simplement une entité géographique. Je continue à penser que la France est un message. Je continue à penser que la France est une histoire singulière. Qu'on soit dans la Drôme, dans les Yvelines, ou qu'on soit dans mon département natal de l'Orne. Et que donc, aujourd'hui, nous avons une responsabilité à redresser notre mouvement, à conforter les alliances que nous avons avec nos cousins de l'UDI, et moi je le dis aussi avec des cousins parfois qui se sont éloignés, qui étaient au MoDem, et je ne fais pas partie de ceux qui ont peur de se faire siffler. Et s'ils ont envie de travailler avec nous, pourquoi les rejetterais-je? Car nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour enfin que cesse l'extraordinaire échec des 2 ans et demi de François Hollande. Je voudrais m'arrêter un instant en prolongeant, et je suis désolé pour celui qui m'avait préparé un discours, ça va encore être raté, je ne vais pas le lire. Et pardon, il est là. Bon, hein, vous m'en voudrez pas? Je voudrais vous dire, quand on prend les chiffres de la Drôme et qu'on les compare à un certain nombre de chiffres du pays, le bilan de 2 ans et demi de François Hollande, c'est 13% de chômage dans ce département. C'est 30% des jeunes de moins de 25 ans au chômage. C'est un pays dans lequel votre département sera, comme les autres départements, fin 2015, le seul pays de la zone euro dont le déficit sera supérieur à 4 par rapport au PIB. Le seul. Et que la France, c'est aujourd'hui un pays qui s'en va à la dérive. Et je le dis après avoir rencontré en tête-à-tête, c'est le privilège du président du Sénat, Jean-Claude Juncker, il y a 2 semaines. Je disais à Gilbert Bouchet, en roulant, notre pays, il y a urgence. Et notre pays, ça doit être notre priorité. Voilà pourquoi, après le CICE, le pacte de responsabilité, des lois somme toute inefficaces, parfois des choix idéologiques qui ont fracturé le pays. Et nous nous sommes retrouvés, avec Hervé, à penser que la question du mariage pour tous, au-delà de l'appréciation qu'on peut avoir, ça a créé une immense fracture dans le pays, qui ne s'est pas achevée aujourd'hui. Et cette fracture, elle va bien au-delà du sujet essentiel de la famille. Elle va dans un pays qui ne se retrouve pas avec lui-même autour d'un dossier qui touche à l'essentiel. Alors, nous le voyons bien au travers des événements des 7, 8, 9 janvier, que là aussi ma fonction m'a amené à vivre en quasi-direct et en permanence avec le président de la République et le Premier ministre. Il faut que nous méditions tous qu'il y a eu une France le 11 janvier qui s'est levée, nous en étions. Mais il y a une France qui ne s'est pas levée le 11 janvier. Et que, aujourd'hui, le sujet parmi les plus essentiels pour notre pays, c'est quel est le sentiment d'appartenance à la nation d'une partie de nos compatriotes. Et ce sujet-là, mes chers amis, il est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel. Notre pays est à la croisée des chemins entre échec économique, échec social et repli communautariste. Et nous sommes à cette croisée-là. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, un certain nombre de nos compatriotes qui ne partagent plus, qui ne comprennent plus les valeurs de la République. Et c'est vers cela que nous aussi,
Et chacun sait que je ne suis pas un sarkozyste de stricte observance. La question posée par Nicolas Sarkozy est importante. Quelle réponse apporte-t-on, notamment nos compatriotes de confession islamique, qui ont l'islam? Quelle réponse on a? On leur apporte, mais quelle réponse ils nous apportent pour leur appartenance dans la République? Pardonnez-moi, c'était sans doute pas un sujet que je voulais traiter, mais le président de la République m'a demandé de lui faire d'ici avril un certain nombre de propositions dans ce domaine. Et je recevais ce matin un philosophe, Marcel Gauchet, qui me disait « On ne pourra pas s'en sortir, notamment si nous ne maîtrisons pas les flux migratoires. » Sujet impensable. Sujet impensable de voir évoqué dans la bouche d'un philosophe comme Marcel Gauchet il y a 3 ans. Directeur de l'Institut des hautes études sociales. Et quand vous vous dites ça, vous ne dites pas ça contre tel ou tel parti, mais vous vous dites que la République, elle doit être le socle partagé de chacun. Mais il y a aussi une autre France, mes chers amis. Celle qu'un géographe, plutôt de gauche et cheveux de mantis, Christophe Guilly, décrit, la France des invisibles. Ben, je vais vous dire, moi je vais à sa rencontre chaque semaine, ou quasiment chaque semaine, et je l'ai rencontré dans la campagne sénatoriale, naturellement où je disais que je serais le meilleur président du Sénat possible, mais j'ai visité 25 départements. 25 départements dont certains, on les donnait encore il y a 10 ans comme les exemples de l'épanouissement. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, d'autres on les savait en plus grande difficulté comme la Creuse ou le Tarn. Et j'ai vu des gens, ils n'étaient pas originaires du Maghreb, ils n'étaient pas originaires d'Afrique, ils n'étaient pas originaires d'ailleurs, mais ils avaient le sentiment d'être abandonnés. Comme si, pour reprendre la formule d'un conseiller général du coin de Carmaux dans le Tarn, la France serait donc un vaste no man's land entre quelques métropoles et quelques régions prospères. Comme s'il y avait une France abandonnée, c'est d'ailleurs celle-là qui se jette parfois dans l'abstention ou encore plus dans les votes populistes. Parce qu'il faut que nous lui apportons une réponse. Et le rôle de nos mouvements politiques, amis de l'UMP et de l'UDI, c'est d'abord d'apporter une réponse et un projet collectif. Alors, cher Hervé Mariton, cher Patrick Labeaume, vous avez évoqué un certain nombre de sujets de l'actualité. L'actualité d'abord, c'est que nous avons un gouvernement qui n'a plus de majorité pour conduire la moindre politique de réforme. Et c'est d'ailleurs ce qui est extrêmement inquiétant. Et je disais à Manuel Valls hier qu'il faudra bien qu'il se résolve à dialoguer dans le cadre des institutions de la Ve République avec le Sénat. Et qu'il ne pourra pas éternellement penser qu'il suffit d'avoir le dernier mot pour avoir convaincu les Français. Parce que notre Assemblée, sur la loi sur la compétitivité, dit-on à Macron, j'ai bien entendu, j'ai bien lu la dépêche d'Hervé Mariton hier, il a raison. Nous allons nous en emparer, non pas pour avoir simplement une posture idéologique, car croirez-vous que les entreprises, y compris celles que j'ai rencontrées avec Gilbert Boucher, il y a 1h30, elles se disent on attend l'alternance de 2017. Pour certaines d'entre elles, il y a urgence. Urgence à la survie. Car, Patrick Labeaume, la caissière de supermarché et ton expert comptable, ils ressentent la même chose. On ne peut pas attendre éternellement. Et le Sénat, depuis un mois, a mis en place un groupe de travail qui, depuis cet après-midi, est devenu commission spéciale parce que le texte est arrivé sur mon bureau ce matin, et nous allons naturellement travailler à ce texte, mais en faisant un certain nombre de propositions qui consistent à faire sauter les vrais verrous pour redonner de la compétitivité et de la force à l'économie de notre pays. Car le Sénat, cette Assemblée, n'est pas par nature uniquement dans la posture politique. Certes, il y a aujourd'hui une majorité au Sénat, très claire, décidée, avec la chance d'avoir 2 présidents de groupe assez exceptionnels. Bruno Retailleau, que Hervé Mariton connaît bien, parce qu'il a beaucoup travaillé avec lui, mais aussi François Zocchetto,
président du groupe UDI centriste, et ensemble, nous essayons d'améliorer les textes. Nous essayons de préparer 2017 et de les préparer ensemble. Et nous essayons aussi de sauver l'essentiel. J'y reviendrai dans un instant, même si j'invite le maire demain à la rencontre à laquelle Gilbert nous invite, où nous évoquerons plus avant les questions des collectivités territoriales. Vous savez, un mot sur le bicamérisme. Il vous a peut-être marqué qu'il y a 3 semaines, M. Barthelone, d'une manière un peu rapide, avait souhaité la disparition du Sénat. Je l'ai renvoyé dans le fond du filet. Et simplement, je lui ai dit cette semaine, et je l'ai dit devant le président de la République, dans un endroit assez dramatique qui était au cimetière de Sarre-Union, après nous étions ensemble. Puisque j'ai vu se décider le 49-3 à Sarre-Union, j'étais là. J'aurais dit, vous qui vouliez la 6e République, souvenez-vous, la diva Montebourg, en pull marin breton, qui nous exprimait la 6e République comme l'avenir. Sans la 5e République, le président de la République ne se serait jamais remis d'une chute de scooter. Sans la 5e République, le président de la République n'aurait pas pu gérer les événements des 7, 8 et 9 janvier parce qu'il n'aurait pas eu les pouvoirs, et notamment les pouvoirs de chef des armées qu'il a eu immédiatement du fait de la 5e République. Sans la 5e République, il n'y aurait pas le bicamérisme et le 49-3 qui permet d'éviter la crise majeure, mais qui donne à la 2e Assemblée le soin d'enrichir, et la 2e Assemblée n'étant pas soumise au 49-3 et pas soumise à dissolution, il peut y avoir alors un dialogue qui permette de sortir de la crise. C'est ça l'intérêt du bicamérisme, tel que l'avait voulu le général de Gaulle. Une soupape aux crises, un enrichissement. Et je vous le dis, maintenant, nous allons avoir une responsabilité majeure. Quelle que soit la famille politique dans laquelle vous êtes, et je m'adresse naturellement à mes amis de l'UMP, il va falloir que nous relégitimions la politique et que nous engagions la bataille des idées autour de notre projet. Retrouver l'autorité de l'État, se poser la question de l'école, enfin avec courage. Je vous le dis, dans l'étude que je mène actuellement, il y a des chiffres absolument terribles. Quant à l'école publique, je vous en livre un. Il y a 20 ans, 70% de nos compatriotes d'origine ou de confession juive allaient à l'école publique. Savez-vous que là, ils sont moins de 30%. Pourquoi sont-ils 30%? Parce que nous n'avons pas été capables, dans l'école, de faire tout simplement prévaloir les valeurs de la République. Et ça me soucie profondément. Voir qu'aujourd'hui, la seule soupape de sécurité pour ces familles, c'est l'école catholique sous contrat qui les accueille. Et vous voyez bien que quand on parle de la tentation de partir en Israël, alors que tous, ou la plupart d'entre eux, sont profondément français, beaucoup ont donné la vie de leurs ancêtres pour la France, eh bien, vous vous dites qu'il va falloir restaurer l'autorité de la République, l'autorité de l'école, l'autorité de la famille, qu'il va falloir en finir avec le corporatisme. Et je le dis, cher Hervé, moi qu'on a parfois taxé, tu étais dans le même gouvernement que moi, pendant une période de gauchiste avec Borloo. Ah ouais, on était le couple infernal. Quand Borloo se couchait, moi je me levais. Je disais que le ministère, c'était 24 heures sur 24. On a très bien travaillé ensemble et j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Mais il va falloir, moi, le gaulliste social, que nous bouleversions le modèle social et notamment le modèle du travail dans lequel nous sommes. Il a été conçu pour une France des grandes entreprises il y a 50 ans. Il ne correspond plus à la France des petites, moyennes et entreprises de taille intermédiaire. C'est tout cela qu'il faut bâtir. Et pour cela, il faut que nous soyons rassemblés, il faut que nous dialoguions, il faut que nous nous retrouvions
les uns les autres dans notre famille politique. Il faut que nous retrouvions un principe républicain qui n'exclut pas la différence, mais qui s'appelle la fraternité, c'est-à-dire la capacité à construire ensemble, parce qu'être dans un parti politique, être militant d'un parti politique, c'est quelque part atypique dans notre pays. Mais cet atypisme-là nous donne une responsabilité particulière. Alors, mes chers amis, si je suis aux côtés de Gilbert Bouchet, c'est d'abord pour le remercier d'avoir été le premier des sénateurs, représentant le centre, la droite, les gaullistes, toutes les familles politiques à être au Sénat. Et je peux vous dire qu'en quelques semaines, il a pris toute sa place au Sénat. Et si je suis là, c'est pour dire à Gilbert qu'il a notre confiance, mais qu'en plus, les territoires, et quelle que soit leur sensibilité, de la Drôme peuvent lui faire confiance. Parce qu'il est un homme du concret. Il est un homme de la réalité. Il est un homme dont vous avez vu le travail dans sa commune, eh ben, il la réplique, ce travail au Sénat, avec cette dimension et avec cette hauteur. Mais nous allons avoir, le 22 et le 29, un rendez-vous très important. Un rendez-vous qui n'est pourtant pas appétant, les élections départementales. En effet, un mode de scrutin unique au monde, à part au Chili, le binôme, sur des territoires improbables, parfois découverts, qui n'ont parfois aucun rapport avec le bassin de vie, avec l'histoire, qui sont, en fait, pour reprendre une formule agricole, une forme de montaison socialiste dont il faut que les piaisons soient à notre profit. Et il nous faut maintenant, vous militants, pas dire que ce n'est pas des élections importantes, il faut que derrière ce soir, partout vous disiez qu'il est important que le 22 et le 29 mars, les gens se tournent sur l'avenir de notre département, de nos départements. En effet, le département a connu un singulier destin. Janvier 2014, le département est encensé dans le discours du président de la République à Tulle, en Corrèze. Avril 2014, retour de M. Hérault à Notre-Dame-des-Landes, sans aéroport. Arrivée de M. Valls, discours de politique générale. Fin du département. Votre voisin André Valigny, qui manifestement n'était pas étudiant en chirurgie dentaire ni vétérinaire, parle qu'on va dévitaliser le département. Comme une dent. Je lui réponds que derrière la dévitalisation, il faut couronner. Et que donc, nous allons couronner le département. 23 août, M. Baillet, qui tente de sauver ses plumes dans l'élection de son département, M. Baillet obtient 15 départements ruraux. C'est l'accord politique avec les radicaux de gauche. Et fort heureusement, grâce à l'alternance au Sénat, il faut le dire, 28 octobre, le Premier ministre confirme qu'il y aura bien des départements. Et le travail, et mes chers collègues députés, vous allez avoir à recevoir ce texte, le département, ça doit être le lieu de la proximité sociale et territoriale. Et donc, l'élection du 22 et du 29 mars, ce n'est pas simplement une espèce de truc pour un mode de scrutin et des compétences qu'on ne connaît pas bien. C'est vrai tout ça. Mais vous avez la possibilité d'inverser la donne si vous vous mobilisez. Et que vous disiez qu'on peut inverser le cours des choses. Vous savez, il y a 10 mois, avant le mois de mars, on me disait que c'était impossible de reprendre le Sénat. D'ailleurs, j'étais le seul à être candidat à ce moment-là. Et... ah oui, c'était comme ça. Bon, j'étais le seul. Parce que j'en pouvais plus de le voir en train de disparaître. Mais il faut que le 22 et le 29, vraiment, cette élection ne se passe pas dans l'indifférence. Il n'y a aucun rendez-vous électoral qui ne soit important. Et il faut donc que vous mobilisiez. Parce que, après la reconquête du Sénat, retrouver une large majorité parmi les départements de France,
sera la deuxième étape de la reconquête. Puis nous gagnerons les élections régionales. Ça, je le crois profondément. En tous les cas, je me mobiliserai totalement comme je vais me mobiliser pour les départementales. Et alors, nous pourrons vivre nos primaires de la manière la plus ouverte pour préparer l'alternance 2017. Mais que vous le vouliez ou non, nos victoires sur le terrain imposent à nos responsables, et j'en fais partie, une responsabilité particulière. C'est-à-dire de se consacrer au projet. Celle de se préparer, mais de faire taire tout ce qui divise pour construire autour de ceux qui rassemblent. Alors, mes chers amis, ce soir, j'étais simplement venu vous dire que ce n'est pas parce que je suis président du Sénat que je ne suis pas moins un militant et que je suis resté un militant parmi vous. Oui, je vous le dis, quand j'ai commencé à l'UJP, j'étais même entré dans un parti très particulier qui s'appelait l'Union démocratique du travail. Eh ouais, j'ai été en classe de première et je croyais profondément que la politique pouvait changer le cours des choses. Je continue à y croire. N'écoutez pas ceux qui vous racontent que la politique ne peut rien. Certes, elle conduit souvent à des déceptions, mais la politique est la seule manière de changer les choses. Alors, si vous croyez à la République, si vous croyez comme moi profondément à la France, si vous croyez au fond que les institutions de la Ve République, c'est la meilleure garantie qu'on peut avoir pour construire l'avenir, vous ne considérerez pas les élections du 22 et du 29 mars prochain uniquement comme des élections locales et territoriales. Vous avez une responsabilité, chacun d'entre vous, de réveiller vos voisins, vos amis, de leur dire que c'est important, car nous le sentons bien. C'est une élection peu compréhensible pour nos concitoyens. Mode de scrutin, des compétences mal connues. Mais si demain, dans une immense région, même si vous n'êtes pas si loin que ça de Lyon, mais qui sera immense, et vous ne serez qu'une parcelle d'une immense région, il n'y a pas un département fort qui s'ancre dans le renouveau, qui sorte d'une certaine forme de médiocrité au fil des ans accumulés, alors vous aurez raté un rendez-vous important pour la République et pour la France. Vive la République, vive la France! Certains d'entre les applaudissements sont amples et ils seront davantage encore tout à l'heure. Quelques questions. Le peuple militant est souverain, le peuple militant a la parole. Monsieur le Président, Larcher m'a ouvert quelques espoirs. Parce que, jusque-là, de ce que j'avais entendu, je me disais, ben, l'UMP, c'est comme le Parti Socialiste. Hein, ça n'a pas beaucoup changé. Et je rappelle qu'aux précédentes élections législatives, j'avais ouvert le débat à Saint-Jean-en-Royan en disant la dette de la France, c'est 2 ans sous Giscard d'Estaing, c'est 14 ans sous Mitterrand, sous la gauche, et c'est 17 ans sous l'UMP. Et j'avais dit, je ne voterai pas UMP, mais j'avais dit à M. Mariton, je voterai quand même pour vous. Parce que je considère, c'est un point de vue personnel, que la stabilité d'un couple, c'est la stabilité des personnes. Et il en a fait preuve dans le vôtre pour la loi Macron, un des rares, ce qui montre que cette stabilité, c'est vraiment de sa personne. Et oui, parce qu'il ne voulait pas démentir ses propres propositions faites quelques années auparavant. Ça a une valeur. Et un mot sur la dette. Oui. On est à 2000 milliards. Le vrai chiffre, c'est comment on réduit la dépense publique. Nous sommes le pays qui a la dépense publique le plus élevée de la zone euro. 53,4, quelque chose comme ça, mais Hervé, qui est polytechnicien et pas vétérinaire, a des chiffres beaucoup plus exacts. Mais la moyenne des autres pays, c'est au moins 10 points inférieurs. Et là, il va bien falloir
y compris dans nos collectivités territoriales, je l'aborderai demain, imaginer une autre manière de conduire la dépense publique, avec néanmoins des contraintes. Nous sommes à l'os en matière de dépenses militaires. Nous sommes à l'os. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays d'Europe, je dis bien le seul, même plus le Royaume-Uni, en capacité de nous projeter pour intervenir. Et j'évoquais ce dossier avec Jean-Claude Juncker. Aucun autre pays ne fait un effort militaire comparable au nôtre. Et en même temps, nous sommes dans un monde extrêmement dangereux. Nous allons devoir aller au Tchad, au Niger, au Nigeria. Parce que le problème de Boko Haram, c'est pas qu'une affaire là-bas. Boko Haram, c'est Daran, Sud-Libye, et une partie se retrouve sur les bateaux au large de l'Italie. C'est pas que l'immigration. C'est demain la question de notre sécurité. Et que donc, il nous faudra faire des arbitrages. Et qu'on ne peut pas toujours imaginer que c'est plus d'argent ou plus de subventions qui suffiront à restaurer les valeurs de la République. C'est le sujet à l'école, qu'a très bien abordé Hervé dans un certain nombre de travaux. Donc je me permets de le dire. Nous avons creusé le déficit avec le plan de relance. On peut débattre s'il fallait ou non le plan de relance. C'est un sujet sur la crise financière de 2008. C'est un sujet et une analyse. Hervé sait que j'avais un avis complètement différent à ce moment-là, parce que je pensais que ça n'améliorerait que temporairement nos chiffres du chômage, mais que ça creuserait le déficit. Mais peu importe, j'ai été solidaire. Mais il faut savoir que c'est un changement de la nature de la dépense publique qui va s'imposer à nous. Autant qu'on se dise la vérité. Bon, vous permettez, je continue. Je dis que la République a un fonctionnement beaucoup trop dispendieux. Elle a repris toutes les erreurs, les travers, les fastes, les privilèges, les corruptions morales et financières de la royauté. Actuellement, on transporte les courtisanes dans les voitures de l'Élysée avec garde du corps. C'est excessif. René Dosière nous révèle qu'entre 2013 et 2014, les primes des 333 conseillers ministériels ont augmenté de plus de 7% quand on demande au peuple rigueur et économie. Il y a trop de fonctionnaires qui gagnent beaucoup trop d'argent. J'estime qu'avec tous ces gens-là, 333 conseillers qui gagnent beaucoup d'argent, la France devrait être florissante. Dans le cas contraire, il faut les supprimer. Quand une entreprise voit des gens qui ne sont pas, qui n'apportent pas un profit à la société, on s'en détache. Ok, Gérard Larcher va vous répondre. Sur un sujet qu'il faut aborder les yeux dans les yeux, qui fait parfois les délices médiatiques, mais dont je veux vous parler. D'abord, la démocratie, ça a un coût. Et il faut en accepter le coût. Que des parlementaires, ça doit être indemnisé à la hauteur de ce que sont les parlementaires des pays comparables en Europe, d'une manière qui soit claire et transparente. Et que l'approche parfois de M. Dosière est plutôt une approche d'incrimination et de mise en doute, et moi je suis pour une approche de clarté et de vérité. Vous savez, c'est très simple, je suis le seul président du Sénat de l'histoire à m'être offert 2 jours de grève de mon personnel en 2010. Vous pensez que c'est simplement non, parce que j'avais décidé que le temps de travail, ce serait 35 heures, et non pas 29 heures. Parce que quand on vote une loi, y compris quand on ne l'a pas votée comme moi pour les 35 heures, elle doit s'appliquer à tous, quelle que soit la fonction. Et je pense aussi que nous avons un devoir de transparence. C'est pour ça que le 11 mars prochain, je présenterai un certain nombre de propositions qui sont des propositions de transparence, parce que je pense que la loi, ça doit se voter aussi avec des parlementaires présents, et que cette réalité-là, quand on n'est pas présent et qu'on ne participe pas à la loi, eh bien, il y a des choses qu'il faut... Bon. Mais je ne voudrais pas être démago et faire croire, parce que je pense
et j'entre pas dans les détails, mais qu'un président de la République, ça doit avoir aussi les moyens de représenter la France. Que ça doit avoir les moyens de conduire la politique de la France. Et que, dans ma conception de la Ve République, le chef de l'État, que je combats, j'en respecte la fonction, et moi qui pars lundi dans un voyage un peu particulier en Russie, vous voyez bien l'ambiance actuelle, parce que je pense que c'est notre rôle de montrer aussi qu'il faut qu'on reste ouvert vers ce grand pays, et qu'en même temps, on n'est pas ouvert n'importe comment et dans n'importe quelles conditions, et qu'il est important dans ma responsabilité de seul institutionnel de l'opposition d'aller dire des choses, eh bien, il faut aussi quelques moyens. Alors je pense, là où vous avez raison, c'est qu'on doit être comptable devant les Français de l'argent, et notamment de l'argent public. Parce que, pardonnez-moi, une chaîne de télévision, France Télévisions, que j'aime beaucoup, mais quand je vois la situation de déficit de France 3, pardonnez-moi, on n'en parle jamais. Quand je vois qu'on parle beaucoup de la réserve parlementaire, est-ce qu'on ne parle jamais des réserves ministérielles? Méfions-nous d'instruire à charge contre un des éléments majeurs de la démocratie que sont les élus. Les élus doivent la clarté aux citoyens, mais en même temps, il faut comprendre que les élus, dans un pays démocratique, ils ont besoin d'être réellement indépendants et qu'ils ont besoin d'un certain nombre de moyens. Voilà ma conception de la relation. Vous savez, j'ai un côté protestant. Je parle de l'argent extrêmement facilement. Je n'ai pas qu'un côté protestant, c'est je suis protestant. C'est-à-dire que l'argent, pour moi, n'est pas un sujet que j'ai envie de cacher. J'ai envie de vous en parler les yeux dans les yeux, mais je vous le dis, je le fais sans démagogie et en même temps avec le plus possible l'exigence de clarté qui me paraît être ma responsabilité. C'est en tous les cas comme ça que j'assumerai celle de président du Sénat. Ça tanguera un peu, mais ainsi va la vie. Merci. Merci. Autre question. Intervention. Donc je me présente, je suis de l'Alliance Centriste Drôme. Hein. Alors j'avais posé 3 questions qui fâchent, je reviens sur les questions. Le communautarisme. Il y a des lois, en France, il y a une loi tout au moins, qui interdit le port de voile intégral, niqab, ainsi de suite, en France. Et cette loi n'est jamais appliquée. Pourquoi? Est-ce que les politiques qui gèrent les communes sont frileux? Ou alors est-ce que ce n'est pas pour éviter de faire de la peine à certaines communautés? Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure justement des dépenses de l'État. On a actuellement, le gouvernement est en train de rehausser les taxations sociales. Quand on sait que l'Algérie nous doit plus de 6 milliards d'euros de frais médicaux, Madame Touraine a été interviewée par Monsieur Bourdin, elle a répondu, je ne répondrai pas à cette question, je n'ai rien à dire. C'est de la malhonnêteté. Et troisièmement, en ce qui concerne la défense nationale, puisque je suis ancien militaire, je remarque une chose, c'est qu'actuellement, avec ce qui se passe en France, avec les effectifs qui sont à Paris, on va arriver à une solution qui va être ingérable, c'est-à-dire pouvoir faire un roulement pour assurer que les militaires puissent prendre du repos et d'autres partent en mission. Je suis moi-même père de deux militaires et je sais de quoi je cause. Donc là, à ce niveau, il y a beaucoup à faire et je souhaite, Monsieur le Président du Sénat, que le budget de la défense soit revu à la hausse et non pas à la baisse. Merci. Je commence par le sujet de la défense. La loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire qui a été votée, j'ai dit tout à l'heure, on est à l'os. Et je voudrais vous dire que nous n'avons pas voté le budget de la défense au Sénat, et même c'est quelque chose d'un peu particulier. Vous savez qu'un président de Sénat ou d'Assemblée vote très peu. Moi, je vote quand il s'agit, par exemple, d'opérations militaires extérieures ou de sujets, mais je suis venu le soir à mon banc voter contre le budget de la défense. Vous savez, ça a un sens. J'avais écrit le 11 novembre au président de la République pour lui dire que ça n'était pas possible. Je voudrais simplement que tous on réfléchisse à une chose. Nous allons terminer la loi de programmation militaire avec un effectif de l'armée de terre de 90 000 femmes et hommes. Si nous devons poursuivre une garde élevée, et si nous avons des interventions extérieures et l'état du monde nous amène à penser que malheureusement on n'est pas prêt de retourner uniquement dans les cantonnements de métropole et d'outre-mer.
Nous avons actuellement 8500 hommes projetés. Ça veut dire qu'il faut 35 000 femmes et hommes. La préparation de la projection, le temps de la projection, le temps de décompression de la projection, plus la base logistique, j'étais à la commission de la défense, la base logistique qui assure la projection. 35 000. Vigipirate à 10 500 hommes. Et je rappelle que les soldats, a priori, ne sont pas faits pour faire ça. Ce qui n'est pas facile. Ça veut dire un effectif minimum montant descendant de 21 000 hommes. 35 000 plus 21 000, 56 000. Vous déduisez de 90 000. Il y en a en permanence 15 000 en formation. Et vous êtes à l'os de vos effectifs. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que se pose la question de la défense et du rôle et de la place de la défense. Second sujet que vous avez abordé. La taxation. Nous sommes arrivés à un niveau d'impôt dans toutes les formes qui est devenu un niveau d'impôt qui bloque le pays, le paralyse et l'empêche de créer des richesses nouvelles. Et nous voyons bien qu'il y a un baromètre. Les trois parlementaires qui m'entourent sont là. Quand on regarde les lois de règlement, les rentrées fiscales sont très inférieures à ce que nous avons prévu, parce que le vieux principe que trop d'impôts tue l'impôt se vérifie, mais trop d'impôts tue l'impôt et tue l'économie et l'envie de s'engager. Troisième des choses, le repli communautaire. Autour de moi, je pense que l'un et l'autre, vous avez voté le texte sur le voile et vous avez voté le texte sur, en fait, la face qu'on cache, qu'on l'appelle niqab ou qu'on l'appelle autrement. Je l'ai voté aussi. Dans un certain nombre d'endroits, ce texte n'est pas appliqué. Dans d'autres, il l'est. Et c'est l'abdication de l'autorité de la République que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que nous ayons des propositions claires dans les temps qui viennent. Parce que vous le vouliez ou non, et je le dis avec beaucoup de respect pour les musulmans, ce signe n'est pas un signe tout à fait identique au signe de la croix ou de la kippa. Je le dis après avoir entendu Gaucher et un autre philosophe qui s'appelle Thibault. Il est un signe qui est contraire à une valeur fondamentale du siècle des Lumières et de la République, c'est l'égalité homme-femme. Et que sur le fond, sans esprit d'agressivité et dans le respect, il pose la question, est-ce que la République française remet en cause le principe d'égalité homme-femme? Pour moi, il n'en est pas question. Et ce sujet-là fera l'objet de propositions que je ferai au président de la République dans les 6 semaines qui viennent, parce que je pense que sur ce sujet-là, on est sur un sujet fondamental qui d'ailleurs est un repli, parce qu'en fait, il faut quand même se poser la question, pourquoi les gens ont le repli communautaire? Ils cherchent une identité de substitution, parce que peut-être le mot fraternité, nous l'avons un peu tous oublié dans la République. Et que nous devons avoir une réflexion, non pas contre l'autre, en le montrant du doigt, mais au fond, quand on sait que l'autre, définitivement, ne ressemblera pas à soi, on a tendance à le repousser. Et le vrai sujet d'une communauté, il faut que le soi ait envie de ressembler à l'autre et l'autre de ressembler à soi. C'est un peu compliqué ce que je vous raconte, peut-être. Mais c'est très important. Et c'est ce qu'on a oublié. C'est ce qu'on a oublié. Et vous voyez bien, le chiffre que je vous donnais, ce n'est pas un repli communautaire, mais quand vous ne pouvez pas, je vais vous citer un cas très précis, quand vous appelez Amar, et que vous êtes une famille d'ailleurs qui ne revendique aucune religion, Amar juif, ne plus pouvoir vivre dans une école d'un arrondissement de Paris, vous vous dites que ce n'est pas simplement l'autre communauté qui rejette, c'est la République a failli. Et pour moi, sur ce sujet, il est le sujet majeur de la République. Pour moi, ce n'est pas plus de profs,
c'est plus d'autorité dans la République. Quand on vous dit qu'il n'est pas possible, de parler de biologie dans un certain nombre des classes, qu'il n'est pas possible de parler d'événements historiques qui sont aussi la période coloniale française ou anglaise ou de la Shoah, alors vous vous dites que la République a abdiqué. Or, j'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec un prof agrégé qui avait fait ce choix aux Minguettes, c'était à Lyon. Et il me disait qu'il y avait des écoles et des classes dans lesquelles il n'était plus possible d'aborder ces sujets. Et vous vous dites que si l'autorité des enseignants, si l'autorité des directeurs n'est pas soutenue, alors vous aurez des chiffres qui étaient bidons. 100 établissements scolaires dans lesquels il y a eu des problèmes le 8 janvier sur la minute du silence, c'est pas vrai, je vais vous donner un chiffre. Dans le Maine-et-Loire, c'est pas la Seine-Saint-Denis, le nombre d'incidents dans les établissements scolaires s'est élevé à plus de 80. Vous voyez bien que la République, elle est malade. Mais il ne faut pas désespérer de la République, il faut qu'on redevienne pleinement citoyen exigeant d'une République qui s'affirme, non pas contre l'autre, mais l'autre avec nous autour des valeurs de la République. C'est ma vision des choses. Et je voudrais vous demander à ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Car vous avez, monsieur, le droit du sol en Italie, ils l'ont pas, ils ont le droit du sang. Et moi, je suis d'une maman italienne, ils sont venus en France, et ma mère a terminé professeure de français, et elle a eu, elle est passée française à 18-19 ans, elle a pu être prof, et elle n'avait pas le droit du sol, elle a pris le droit du sang de ses parents. Et on en était tous fiers et contents. Et nous, vous avez aussi la Suisse qui travaille comme ça, vous avez aussi l'Autriche. Pourquoi nous sommes très attachés à ce droit du sol qui nous amène beaucoup de difficultés. Et merci encore à M. Mariton et même M. Labonne de défendre cette idée. Qu'en pensez-vous, M. le Président? Bon, sans faire d'histoire, et puisque je suis entouré de 2 parlementaires qui pensent que le droit de la filiation par le sang devrait être le droit qui régit en général, avec des exceptions que nous connaissons, y compris l'engagement pour le pays, etc., c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Et je vais vous dire comment il faut le mettre aussi sur la table. Nous avons dans un certain nombre de départements français, je vais vous en citer 2, la Guyane, un vrai problème avec le droit du sol, parce que la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni, oui, accueille comme une mécanique infernale. Et nous avons tenté de trouver tous les parades. Il se trouve que j'ai présidé les hôpitaux publics, dont celui de Saint-Laurent-du-Maroni, pendant 7 ans. Et donc, on est sur un sujet. Le même sujet existe à Mayotte. Le même sujet existe à Mayotte. Alors, mes chers amis, je vous prends ces 2 exemples pour dire que de toute façon, il va falloir qu'on le règle, ce problème. Parce qu'on ne pourra pas rester. Et comme la République est une et indivisible, quand elle choisit, il devra être réglé. Vous dire que j'ai la réponse là et que je suis au même niveau que mes 2 collègues, la réponse est non. Je vous mentirai. Et je n'ai pas l'habitude de dire des cracks. Mais je pense que c'est un des sujets sur lesquels on va travailler dans les semaines qui viennent, parce que jusque-là, entendre Gaucher me dire qu'il faut maîtriser les flux migratoires, impensable il y a 4 ans, poser la question du sol et du sang, c'est un sujet qui est en train de progresser. Et moi, je voudrais remercier Hervé et Patrick de le poser, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance par rapport au sujet. Je ne suis pas au même stade qu'eux. Je pense que le sujet se pose. Simplement, il faut savoir que chez nous, on a 2 histoires. L'histoire de la conscription et des morts dans la guerre, qui a donné au sol, si vous voulez, une importance. Moi-même, je suis le petit-fils d'un combattant belge entré dans l'armée française en 1915, quand Albert s'est trouvé sur le canal d'Ypres bloqué, une partie de l'armée belge s'est engagée. Ils sont devenus français par engagement, et voilà l'histoire de l'intégration du sol. Il y a aussi un sujet qui avait marqué beaucoup la France entre sol et sang, c'était la révocation de l'édit de Nantes et de la perte de la substance à cette époque. Tout est inscrit dans notre histoire. Si on doit bouleverser notre histoire, ça ne me choque pas,
Mais je pense qu'il faut qu'on conduise la réflexion tous ensemble. C'est le rôle d'une formation politique. C'est le rôle d'un projet. Et là, je suis entouré de 2 parlementaires qui posent de vraies questions et auxquelles il faudra qu'on apporte des réponses. Voilà mon sentiment. On vous invite à chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie. Hosanna.